Alors bonjour Monsieur Emeraude Koka. Bonjour, James. Vous n'êtes plus à présenter auprès des téléspectateurs. Vous êtes poète et critique d'art. Aujourd'hui, nous avons porté le choix sur vous pour essayer de discuter autour de la culture d'une manière générale et de la littérature congolaise d'une manière un peu plus particulière. La première question qui m'arrive à l'esprit pour entamer cette entrevue, c'est celle de savoir, 61 ans après, peut-on aujourd'hui considérer la culture congolaise comme une composante essentielle pour le développement économique du Congo? 60 ans après, par rapport au bilan que l'on peut en faire, je crois que ce serait imprudent de penser que la culture aujourd'hui est une composante importante du développement, simplement parce que, un, les conditions optimales n'ont pas été créées pour l'épanouissement de la vie culturelle, et deux, parce que, en général, nos artistes, ceux en tout cas qui ont réussi à se faire une grande place, ont émergé hors du pays. Et ça fait que les retombées ne sont pas tout à fait visibles. C'est-à-dire qu'on est un grand pays en termes artistiques, on a de grands noms dans divers domaines, mais que ces parcours-là, du point de vue de ce que ça pourrait rapporter au niveau de l'économie du pays, n'ont pas forcément aidé à booster. Voilà. Mais tout de suite, vous avez parlé de ce qui constitue comme un frein au développement du secteur culturel aujourd'hui. Selon vous, c'est quoi? Quels sont les mécanismes d'ailleurs qu'il faudrait tout de suite mettre en place pour sortir un tout petit peu cette culture-là qui semble ronronner un tout petit peu de ce drame? Alors, l'idée de culture, déjà, elle est vaste. Il faudrait pas qu'on limite la culture aux arts. Ça, c'est une sorte de synecdoque, un abus de langage qu'on a adopté depuis bien longtemps. Quand on parle de culture, on pense aux arts. Et quand on pense aux arts, on pense à la culture. Évidemment, les arts font partie de la culture, mais la culture, c'est beaucoup plus vaste que ça. Déjà, elle devrait tenir compte de notre façon d'être, notre façon de vivre, de notre sociologie, de notre anthropologie, de notre histoire, de nos traditions, on n'a pas de science, on va dire de nos formes de savoir, de notre sagesse populaire, et à côté de ça, de nos arts, soit-il dans des formes traditionnelles, je vais prendre comme ça l'exemple de danse avec le kébé-kébé, Oui. le mondo, le kibour-kiri, etc., ou encore sous des formes plus modernes, c'est-à-dire que ce que nous avons hérité de ce rapport d'extranéité, de ce contact avec d'autres peuples. Donc la culture, elle est déjà très vaste, elle est très variée, et s'il faudrait parler de mécanismes pour aider la culture à se hisser à un certain niveau et évidemment aider le pays à aller de l'avant, il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Je crois que déjà il faudrait que l'on revoie l'éducation. Oui. Moi j'ai toujours préconisé une éducation qui, depuis l'école primaire, initie les élèves à une certaine culture de l'art, donc avec des disciplines qui sont liées à l'art plastique, au dessin, à la musique, etc., de sorte à titiller les jeunes talents, parce qu'il y a des vocations qui naissent très tôt, mais ce n'est pas que cela. La culture, puisque je l'ai dit que ça a un sens très large, c'est aussi d'une certaine manière apporter à toute cette jeunesse déjà les rudiments de ce que sont en fait nos traditions, de ce que sont nos vies. C'est-à-dire que c'est quand même malheureux que un élève qui passe par le primaire, le collège, arrive au lycée, connaissent un peu mieux des rudiments de la culture américaine, de la culture française, et pas du tout ce qui se fait au Congo. C'est malheureux de voir qu'un élève qui obtient son baccalauréat soit capable de mieux vous parler d'Adolf Hitler, de Benito Mussolini, et ne sache rien, par exemple, de Kimpavita, de Bwetambongo, de Mabiala Manganga, ou encore de tout le processus qui a conduit le Congo à l'indépendance. Donc c'est très globalisant, mais je crois qu'on aura le temps d'égrener point par point pour voir à quel niveau ça va s'arranger. Moi, je postule d'abord pour l'éducation, et l'éducation, ce n'est pas seulement du point de vue du système scolaire. L'éducation, c'est aussi à la maison. Quel est le contact que les parents ont avec les enfants? C'est-à-dire que par mimétisme, les enfants vivent
un peu à la manière de leurs parents. Le jeune garçon va aimer le football parce que son papa est fan de foot. La jeune fille va être accro à Novelas TV ou Nollywood parce que la maman regarde beaucoup la télé, regarde ce type de soap opéra. Mais y a-t-il aujourd'hui dans les familles cette transmission de ce qu'étaient nos contes, de ce que sont nos traditions? C'est une question qu'il faut se poser. Et là aussi, la question se pose au niveau de la langue qui est parlée. Évidemment, le français est la langue officielle du Congo. Évidemment, on étudie en langue française. Évidemment, lorsqu'on parle français, on a la possibilité de parler avec tous ceux qui sont au Congo, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a plusieurs dialectes et que lorsqu'on parle français, enfin le français est un peu la seule langue qui pourrait nous aider au nord, au sud, un peu partout, à nous exprimer et parler avec tout le monde. C'est aussi la langue qui nous permet d'être en contact avec l'extérieur. Mais qu'en est-il des langues locales, de nos dialectes? Combien de jeunes aujourd'hui connaissent leur village, connaissent le village de leur père, de leur mère? Combien de jeunes aujourd'hui seraient capables de parler leur langue locale? Et quel est même le regard qu'on pose sur ces langues-là? Oui. Et je me souviens qu'à une époque, et ça c'est ceux qui ont fait leur collège dans les années 80, dans les années 70, qui nous disent que à cette époque-là, lorsqu'on allait à l'école et qu'on ne savait pas parler français, on vous mettait autour du cou ce qu'on appelait le symbole. Et voilà, pour les plus vieux, ils savent ce que c'est. Donc ça peut être une boîte de sardines, une boîte avec voilà de la chiotte à l'intérieur, et vous inhalez toute cette odeur simplement parce que vous parlez mal la langue française, et qu'après il faille améliorer vos performances et mieux parler le français. Donc il y a eu une espèce de dictature de la culture, une sorte de prolongement de l'assimilation qui a fait que finalement on a été comme forcé de laisser ce qui constituait notre marque, notre identité, et c'est triste d'en arriver là. Aujourd'hui encore, lorsque l'on parle mieux une langue congolaise que la langue française, on est perçu comme quelqu'un de pas du tout intelligent, de pas du tout cultivé, de pas du tout évolué. Et essayer justement de revoir la culture, c'est donc miser sur l'éducation. Et quand je dis l'éducation, c'est au sens le plus large. L'école, la famille, le changement des mentalités. D'accord. L'éducation, donc un secteur clé pour développer nos cultures à nous, d'une manière générale, nos valeurs, nos langues, nos civilisations. D'ailleurs, on est déjà dans le vif du sujet. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la juxtaposition qu'il y a entre la culture, le choix dans le système éducatif du programme de français au lycée général aujourd'hui ne constitue pas un problème en soi? Parce que aujourd'hui, les élèves du lycée général, parlant de la seconde, de la première, ont au programme des œuvres littéraires, souvent des auteurs français. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une forme de, passez-moi l'expression, de néocolonialisme qui pousserait à un certain moment à ces élèves-là de ne pas trop s'intéresser à la culture congolaise et à la littérature congolaise, bien évidemment? Moi, je ne pense pas que ce soit tout à fait un problème, pour la simple raison que notre littérature écrite, je dois préciser ça parce que on a eu des formes de littérature orale, et puisque c'est oral, ça se transmet de façon acroamatique, c'est-à-dire de maître à élève, de grand-père à petit-fils, et ça ne laisse pas de traces écrites. Donc il est parfois difficile de prouver un certain passage de culture, de civilisation, lorsque la transmission se fait par la voie du langage parlé. Mais pour ce qui est de notre littérature écrite, il est évident que nous l'avons hérité du contact avec la France. Et tous nos écrivains, en tout cas les plus grands, se sont fait une place dans la sphère littéraire internationale parce qu'ils écrivent en français. Donc il n'y a pas que de mauvaises choses qui ressortent de ces rencontres de culture. Les rencontres de culture servent à tout cela, c'est-à-dire que on prend un peu de l'autre et il faut aussi en donner. Le tort que nous avons, c'est de ne pas suffisamment donner. Nous prenons beaucoup de ce qui nous est envoyé des autres, mais nous ne donnons pas assez. Et l'exemple ici que je prendrai, c'est celui d'un poète congolais qu'on appelle Gabriel Mwene Okunji, qui lui est un Mwene, donc chef traditionnel, initié dans son village, à le devenir très tôt, mais après qui va faire ses études en France. Et lorsque Mwene Okunji revient au Congo quelques années plus tard,
eh bien, il cherche à se mettre en contact avec cette culture dans laquelle il a baigné depuis son enfance. Simplement parce que Monet Okoundji a lu Alfred de Musset, il a lu Ronsard, il a lu Arthur Rimbaud, il a lu Jabès, il a lu Desnos et tous ces grands poètes français, mais qu'il sentait que ce n'était pas tout à fait son langage à lui et qu'il avait quelque chose à proposer. Et il dit que lorsqu'il est à Bordeaux, il y a une espèce de fagot et de feu qui est créé, cette sorte de symbiose avec les autres poètes, et que lui, il a besoin de ramener quelque chose qui soit propre à sa culture. Et c'est comme ça qu'il va puiser dans la civilisation Tégué pour essayer de retrouver la lumière de la parole, comme il le dit, et la porter aussi à ces Bordelais-là. En fait, c'est toute l'idée du Mbongi dans la culture. Le Mbongi tel qu'il est compris chez nous, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble autour et chacun apporte quelque chose. Et pour ce qui est de l'insertion donc des œuvres littéraires françaises dans notre programme, ça va dans le même sens. Du fait que nous avons hérité d'une littérature qui est française, il est difficile pour nous de nous départir de la France dans l'enseignement de la littérature. Le français, là, en tant que langue, a toute une histoire. La littérature française a aussi une histoire, une phase de progression. Aujourd'hui, on va parler de littérature francophone, puisque c'est plusieurs pays qui écrivent en langue française et qui ont chacun un français différent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter. C'est-à-dire que l'écrivain camerounais n'écrit pas forcément comme un écrivain ivoirien, ni l'ivoirien comme un congolais, ni le congolais comme un tunisien. Il y a un écrivain qui a présenté la langue française comme une femme, en fait, à qui il fallait faire des enfants bâtards, en fait. Et les enfants bâtards, ce sont ces différentes déclinaisons linguistiques là qui viennent de cette hybridation. Lisez un Camerounais comme Max Lobé, quand vous lisez sa littérature, vous avez l'impression d'écouter un Camerounais parler. Mais lui, il vit en Suisse. Il écrit en français, mais un français qui est très influencé par le phrasé camerounais. Et lorsque vous allez lire des Congolais, Soni Laboutansi notamment, vous retrouvez des expressions comme qui a mangé, Madame Tavan Bergota, qui vous parle de la viande pour parler du corps. Et donc, il y a aussi ces petits changements. Dans la littérature, nos auteurs ont appris à mettre quelque chose dans cette langue française et finalement la faire évoluer, de sorte que le français aujourd'hui n'est plus que la propriété des Français. Mais évidemment, dans notre scolarité, je pense qu'il reste nécessaire d'étudier le français pour aussi comprendre d'où viennent nos auteurs, quelles sont les interactions qu'ils ont eues avec les autres, quelle est notre sociologie de la littérature. C'est difficile aujourd'hui de comprendre la sociologie de la littérature, l'historiographie de la littérature en faisant fi de la langue française. Mais évidemment, il faut créer un équilibre de sorte que nos auteurs soient suffisamment connus. Et quand je dis nos auteurs, c'est pas que les Congolais, c'est les classiques africains au sens le plus large. D'accord. Mais il y a encore un flou. J'aimerais bien adhérer à votre brillante analyse. Mais après, il y a un fait. Aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup paraphraser Hans Robert Jooss qui suit pour la formation de la personnalité de l'élève. Les œuvres étudiées dans le cursus secondaire devaient jouer un rôle décisif. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, après avoir appris cette littérature-là, pendant tout le cursus secondaire au lycée? Est-ce que, au sortir de là, l'élève congolais, aujourd'hui, est-il capable de parler de Jean-Baptiste Attili-Luttard, de parler de ces auteurs qu'il a dû étudier? On va être pratique dans la question, parce que ça tombe bien, parce que j'ai deux parents qui sont enseignants. Je suis issu d'un père qui a été professeur de lycée, d'une mère institutrice, et moi-même, lorsque je quittais les bancs de la fac, je me suis essayé à l'enseignement. On m'a confié des terminales littéraires pendant 3 ans. Donc, je connais bien la question, évidemment. La vérité, c'est que nos élèves ne lisent pas. Il faudrait qu'on dise les choses de façon claire. Et c'est pourquoi je parlais au départ d'éducation et de changement de mentalité. Les parents, dans leur vie, ne lisent pas déjà et ne transmettent pas donc cette envie de lire aux enfants. Ça fait que lorsque les enfants vont à l'école et qu'ils rencontrent le livre, ils ont l'impression qu'en fait, le livre, c'est quelque chose de trop sérieux, de trop scolaire, que c'est un objet qui leur est confié simplement pour étudier. Ils ne voient rien de ludique à travers le livre ou à travers la lecture de la littérature. Pour eux, c'est quelque chose qui est réservé à l'école, à l'enseignement.
Et donc, il y a déjà cette espèce de frontalité qui se crée entre le livre et les élèves. Et puisque les élèves trouvent que lire, c'est ennuyeux, que c'est trop scolaire, ils ne vont pas vers les livres. Et ça fait déjà qu'ils sont incapables d'en parler. Et pour avoir enseigné des terminales A pendant 3 ans, je peux vous dire que lorsqu'on arrive au 3e trimestre, on se rend compte que les œuvres au programme, donc Pleurer, rire d'Henri Lopez, Mariage de Figaro de Beaumarchais, ne sont pas correctement assimilées par les élèves. C'est-à-dire que les élèves vont se contenter des travaux dirigés qui sont donnés par les professeurs pour avoir quelques éléments d'exemple pour étayer leurs argumentations dans les dissertations. Mais au fond, combien d'élèves congolais aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont lu Le Pleurer rire de Lopez du début à la fin, surtout qui fait plus de 300 pages. Ouais. Combien d'élèves congolais aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont réellement lu L'étranger d'Albert Camus en première? Quant aux chroniques congolaises de Tati Loutard, il y a 12 nouvelles. Il y en a qui vous lisent une nouvelle parce qu'ils ont un exposé à préparer et après qui ne lisent pas le reste. Bon, au collège, la lecture est complètement erratique. Hein. Je ne sais même pas si réellement on impose des livres. Peut-être qu'il y en a, ça c'est à l'INRAP de nous le dire, mais dans la pratique, les collégiens ne lisent pas. Pourtant, ça se faisait à une époque. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc déjà là, le problème, avant même de chercher à savoir si nos élèves comprennent ce qu'ils étudient, la vraie question c'est est-ce que nos élèves lisent? Et moi, j'ai une approche de réponse. Ils ne lisent pas du tout. Et ça, c'est déjà un souci. Et c'est pourquoi je reviens à ce que j'ai dit au départ, misons sur l'éducation. Il y a des bibliothèques pour enfants et les parents devraient initier leurs enfants dès le bas âge à la lecture. Quand on grandit avec une certaine culture de la lecture, on ne quitte plus les livres parce qu'on comprend que les livres font partie de la vie au même titre que le cinéma, que la musique, que le sport, qu'il faut lire des livres comme on regarde des films tous les jours à la télé. Voilà, que ça fait partie de notre quotidien, comme il faut manger, comme il faut se brosser les dents. Une fois qu'on a compris ça, oui, il y a une possibilité pour nous d'élargir le champ de vision et de se poser d'autres questions en se disant, finalement, est-ce qu'on comprend ce qu'on lit? Mais de toutes les façons, un esprit qui lit beaucoup développe des facultés d'analyse différentes. Et en général, ceux qui lisent comprennent parce que ils sont habitués comme ça à être au contact des textes, au contact des idées. Mais ça, c'est encore un combat qu'il faut mener. Et les Congolais, en général, ne lisent pas. Un combat, oui, à mener, Monsieur Kouka Emeraude. Vous avez évoqué beaucoup de points dans le fait que les élèves congolais ne sont pas trop attachés à la lecture, ne sont pas trop attachés à tout ce qui est bibliothèque, à tout ce qui est culture, à tout ce qui est, parce que pour eux c'est strictement scolaire, les livres et autres. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le système éducatif en soi, avec tout ce qui entoure cette expression-là, l'INRAP et autres, ne doit pas tout de suite comprendre avec l'évolution de la société congolaise aujourd'hui, parce que c'est une société aujourd'hui qui évolue assez vite, ça on ne peut pas le nier. Il ne faut pas aujourd'hui revoir un tout petit peu le système éducatif du Congo? Non, pas qu'un tout petit peu, il faut le revoir totalement. Dans les pays où on travaille vraiment, quand les choses marchent, normalement, les programmes scolaires sont revus tous les 5 ans. Bon, enfin, il y a des délais. Hein, ça, c'est aux équipes pédagogiques de voir ça. Mais il y a des délais. Les programmes doivent changer. Le problème avec le système éducatif congolais, c'est que vous pouvez avoir fait des classes en 2001, avoir étudié des choses, et envoyer votre enfant faire des classes en 2011, et vous verrez que rien n'a absolument changé. Et quand je dis ça, encore, il y a un peu de rigueur lorsqu'on est au secondaire et au primaire, mais aller à l'université, c'est pire. Moi, j'ai fait ma scolarité à l'université Mariangouabi et je peux vous assurer qu'on a des enseignants qui n'ont pas changé leur cours depuis 93, l'année de ma naissance. La même virgule, le même point. La même virgule, le même point, et qui vous font faire un mot à mot lors des examens. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Les enseignants ne se recyclent pas, les programmes ne changent pas, les élèves sont paresseux et ne lisent pas. Personne n'est initié à la recherche. Donc ça fait qu'on évolue tous dans cette sorte d'embrouille et finalement on n'apprend pas grand-chose, sauf quelques-uns qui essaient d'émerger du lot, de se distinguer du fait de leur volonté, du fait de leur ouverture d'esprit, et c'est triste. Qu'est-ce que l'on doit craindre dans tout ça? Ah ben, ce que l'on doit craindre, c'est le chaos. Vous savez, la plus grande ressource d'un pays, ce n'est pas tout de suite l'économie, parce qu'il y a aussi cet aspect, je vais dire, très banal, pas très réfléchi de notre rapport au monde.
et de notre manière de penser le développement de nos pays. C'est-à-dire que pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, on a persisté à croire que pour développer un pays, il suffit d'avoir une économie puissante, le pétrole, le bois, plusieurs richesses, et que comme ça, facilement, on peut évoluer, on peut être compétitif. Mais au fond, la plus grande richesse d'un pays, c'est la matière grise, c'est la richesse humaine. Et ça, des pays du nord de l'Europe, par exemple, des pays scandinaves, Suède, Finlande, Norvège, Danemark, ont compris qu'en fait, il fallait investir dans la ressource humaine. C'est des pays qui n'ont pas été dotés par la nature, comme la RDC, le Congo-Brazzaville ou bien d'autres, mais qui mettent beaucoup de moyens dans l'éducation et qui ont un système de scolarité très rigoureux, qui fait que vraiment c'est le méritant qui passe en année supérieure, que lorsque vous n'avez pas de niveau, vous soyez réorienté vers autre chose, parce qu'on n'est pas tous doués pour les études, il y en a qui pourraient l'être pour un travail manuel, et il n'y a rien de honteux à cela. Tout ça constitue évidemment la grande symbiose qui fait évoluer la société. Et donc, comme ils sont rigoureux sur le système éducatif, qu'ils misent beaucoup sur la ressource humaine, ça fait que lorsque les gens finissent leurs études, en fait, ils sont utiles au pays. Parce que la ressource humaine, c'est celle-là qui créera des stratégies économiques, c'est celle-là qui, sur le plan scientifique, à travers les découvertes, vous fera évoluer, c'est celle-là qui, sur le plan du travail littéraire, artistique, va créer des choses et fera avancer votre société, c'est celle-là qui, sur le plan des sciences humaines, fera évoluer votre conception du monde à travers la philosophie, la sociologie, la psychologie aussi, c'est celle-là qui vous aidera à mieux étudier votre histoire pour savoir d'où vous venez, parce qu'il n'y a pas de culture sans histoire. Et donc, pour moi, la ressource humaine, c'est ce qu'il y a de capital. Mais lorsque dans un pays, l'éducation ne fonctionne pas du tout, parce que de moins en moins on est rigoureux dans le système éducatif, lorsqu'on en arrive à un point où l'université est dans un chaos total, au point où même les enseignants qui sont formés à l'ENS n'ont plus de niveau, je prends le risque quand même de le dire parce que j'ai pas mal d'amis qui sont étudiants à l'ENS, il y en a qui finissent. J'en connais, moi, qui sont étudiants à l'ENS, qui ont choisi pour option français, qui ne lisent pas de livres et qui me contactent lorsqu'ils ont des devoirs de littérature comparée. Ouais. Et c'est aberrant parce que pour certains, ils enseignent déjà au collège. Et je me dis, des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils enseigneront à nos enfants, à nos petits frères? Ouais. Et si les enseignants déjà sont mal formés, n'ont pas de niveau, qu'en est-il des élèves? Quand on voit un peu le niveau général du Congolais aujourd'hui, les gens qui ne lisent pas suffisamment, un niveau de raisonnement qui est complètement bas, on n'a pas le sens du débat, on n'a pas le sens de l'analyse. Et c'est sans compter les petites influences sociales qui font que parfois on se laisse emporter par ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous de façon banale les antivaleurs, donc la corruption, la concussion, c'est-à-dire que je pense que puisque la question c'était qu'est-ce qu'on doit craindre, je crois qu'aujourd'hui le Congo est à une étape de sa vie, de son parcours, où ce qu'il faut craindre, c'est que nous n'ayons plus de modèle de réussite. On a en 61 ans d'indépendance, puisque c'est ça le sujet, on en est arrivé à forger un Congo où il n'y a plus le sens du mérite, où on n'a plus de véritable modèle de réussite pour ce qui est de l'intellectualité, pour ce qui est des affaires. Et on a comme l'impression aujourd'hui que pour réussir au Congo, il faut simplement être un opportuniste. Et l'opportunisme en question passe par la voie de la politique en général, en adhérant à un parti, en étant un peu le faillot d'un certain homme politique qui a une certaine stature, ou encore en soutenant des convictions politiques que l'on ne partage pas toujours. Et lorsqu'on en arrive là, on réussit à construire facilement, on réussit à avoir des véhicules, à voyager, et on s'érige comme ça en modèle de réussite. Et ça fait que tous les jeunes qui sont en train de naître voient cela et pensent que c'est la seule façon de réussir. Donc on est aujourd'hui une espèce de pays fantôme qui intellectuellement n'a plus de véritable soubassement. Oui. Et c'est malheureux. Et ça évidemment, c'est à cause à la fois des influences sociales, mais aussi d'un système éducatif qui est complètement piteux. Tout est à revoir sur le système éducatif, de l'école primaire jusqu'à l'université. On retiendra que 61 ans après, le Congo est en train de perdre les pédales, passez-moi l'expression comme on dit. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tout ce que vous venez de dire dernièrement, que pour réussir, pour un jeune Congolais aujourd'hui qui veut réussir, seule la politique est la voie possible pour cela. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un schéma
bien établi par certaines personnes, je dirais, par certains systèmes, juste parce que il faut abêtir un tout petit peu cette jeunesse-là. Il faut les pousser vers là où ça semblerait être facile, quoi. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est justement un prolongement de ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien de modèles peut-on nous citer au Congo qui est réussi dans les affaires? Ça, c'est quand même grave. Ouais. On parle de diversification de l'économie, c'est beau les slogans. Et c'est tout le problème avec la politique, c'est que en général, à grand renfort de langue de bois ou de formules toutes faites, on fait croire que l'on veut faire avancer les choses. Mais c'est un discours qui sonne complètement creux. Oui. Parce qu'au fond, c'est quoi diversifier l'économie quand vous n'avez pas de véritable acteur économique, quand vous n'avez pas d'opérateur économique puissant? Aujourd'hui, quel est ce Congolais qui peut être un modèle pour la jeunesse, pour avoir réussi dans les affaires? On en voit plein qui parlent d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est très tendance aujourd'hui, c'est très à la mode, mais laissons un peu Facebook et TikTok de côté. De façon concrète, quel est ce Congolais? Il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 3, on en citera quand même. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas représentatifs de ce que c'est que le modèle économique que nous avons formé en 60 années. Il n'y en a pas, on n'a pas de véritable modèle en affaires, de réussite. Et même quand on en a quelques-uns, quand on vérifie, c'est des gens qui parfois se sont frottés dans leur fréquentation ou dans leurs convictions au monde de la politique. Combien aujourd'hui de modèles a-t-on de réussite dans le monde des arts, par exemple, excepté tous ceux qui réussissent à l'extérieur? Je le précise bien. Vous savez que nos artistes, pour la plupart aujourd'hui, qui ont un grand nom, qui ont réussi, je vais les citer, les Alain Mabankou, les Emmanuel Dongala, tout ce monde-là, citons-les, n'ont pas simplement réussi parce qu'ils étaient au Congo, parce qu'ils ont profité des conditions qui sont créées dans ce pays. Les artistes qui ont réussi en général parce qu'ils se sont ouverts au monde, parce qu'ils se sont exportés. Ce n'est pas mauvais de s'ouvrir au monde, au contraire c'est nécessaire, parce qu'un artiste qui ne plaît qu'à son pays n'est pas encore un grand artiste. Cette grande dimension transversale de l'art, c'est sa capacité à parler au monde entier. Mais aujourd'hui, peut-on aujourd'hui au Congo pointer du doigt un artiste qui est véritablement réussi et qui puisse servir de modèle à la jeunesse? Peut-on aujourd'hui au Congo pointer du doigt un sportif qui est réussi et qui puisse servir de modèle à la jeunesse? Je veux dire, où sont les Samuel Eto'o, les Didier Drogba du Congo-Brazzaville? Il n'y en a pas. Et donc ça fait que, puisque par le sport, par les arts, par les affaires, très peu de Congolais ont réussi à se hisser à un certain niveau, les gens se penchent vers le secteur qui semble être le plus porteur. Ce secteur-là, c'est le secteur politique. Parce qu'on a adhéré à un parti, parce qu'on a eu certaines prises de position, parce qu'on a été faillot, un lèche-bot d'un certain nombre politique, eh bien on émerge. Et le même phénomène se répercute. Il y a un effet miroir sur la musique. Parce qu'au fond, lorsqu'on essaie de faire de la musique, d'évoluer simplement en travaillant sur son art, ça ne marche pas toujours. On est obligé de chanter à tout va des noms d'hommes politiques pour que ça marche. Donc oui, évidemment, on est complètement abêti et ça, c'est pas bon pour la psychologie sociale et pour l'inconscient collectif. Parce qu'en fait, je le redis encore, on a formé un pays qui ne réfléchit plus. Et c'est très grave. C'est bien de parler d'économie, de diversification de l'économie, mais à quoi ça sert d'avoir une population qui est capable d'avoir son salaire tout le temps, avec des citoyens capables de prendre des taxis, de se payer des voyages, si sur le plan intellectuel ça ne marche pas. D'ailleurs même ce résultat-là d'indice de développement humain qui serait élevé ne peut être atteint que si on a un pays qui est puissant. Je m'amuse parfois lorsque j'ai du temps libre à lire des fiches Wikipédia de grands hommes politiques d'autres pays. On voit par où passent les ministres. Par exemple, pour prendre le cas de la France, en général, ils ont fait l'ENA, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait une grande fac. Et avant de devenir ministre, ils ont été maires, ils ont été députés. Et ensuite, ils sont nommés au gouvernement. Donc il y a tout un cheminement. Voilà. Et on se rend compte, en lisant toutes ces biographies-là, qu'en fait, il y a des sillons qui sont tracés sur le plan éducatif. Il y a des écoles qui forment des élites, il y a des écoles qui forment des cadres. Après, ils ont leurs problèmes, on pourra parler de clivage parce que les chances ne sont pas données à tout le monde. Mais on sent déjà que sur le système éducatif, il y a des bases qui sont posées, de sorte qu'on puisse former les élites. Mais où sont ces bases-là dans des pays comme le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, après toutes ces années?
A-t-on des écoles de référence où on sait que lorsqu'on a atteint 23 ans, 24 ans et qu'on sort de telle école, on fait partie de l'élite du pays? A-t-on aujourd'hui, dans nos écoles normales, dans nos écoles de formation, dans nos facultés, des filières, des options où l'on sait à coup sûr, les yeux fermés, qu'on forme des élites, à tel point que l'estime qui est portée aux hauts diplômés en général vient du fait qu'ils viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que vous obtenez un master à Mariangouabi, vous ne pesez pas dans un CV de la même manière que celui qui sortirait de Paris-Nanterre ou encore de la Sorbonne. Et ça, c'est triste quand on soit là après 60 années. Donc je crois qu'il faudrait qu'on commence à poser des vrais problèmes. Évidemment, c'est nécessaire de parler d'économie puisque le pays est en crise, récession, crise du Covid. Il faut bien que les gens se nourrissent, il faut bien que le pays vive parce que là, on vivote. Mais au-delà de ça, il y a des bases qu'on a complètement faussées depuis des années. Et voilà, pour l'inconscient collectif, pour notre intelligence collective, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le pays est à refaire en fait. On va retenir que 61 ans après, le pays n'a plus de modèle, le pays est malade, le pays souffre de certaines réalités que nous venons d'épingler ici avec Monsieur Kouka Emeraude. Il est poète et critique d'art. Merci de nous avoir reçus chez vous ici, dans vos locaux. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes de Tcheleka Media. Continuez à nous suivre, à liker et surtout à partager tous nos contenus. À très bientôt. Merci.